l'actualité présidentielle en Côte d'Ivoire, après la validation par le Conseil constitutionnel de la candidature d'Alassane Ouattara, l'opposition semble se rapprocher pour faire barrage. En Libye, le maréchal Khalifa Haftar a annoncé la levée sous condition du blocus imposé sur les champs et ports pétroliers par des groupes pro-Haftar depuis janvier. Et puis l'Union des scolaires nigériens s'est portée au chevet des sinistrés des inondations du 5e arrondissement de Niamey. Ils ont manifesté leur solidarité à travers un don d'1 tonne de riz aux sinistrés. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Après la validation par le Conseil constitutionnel de la candidature d'Alassane Ouattara, l'opposition semble se rapprocher pour faire barrage. Tous sont d'accord sur deux choses. La candidature d'Alassane Ouattara est illégale et les conditions ne sont pas réunies pour organiser des élections apaisées, transparentes et équitables. D'abord, mercredi 16 septembre 2020, l'EDS, la plateforme pro-Gbagbo, appelle à la mobilisation en vue de futures manifestations contre la candidature de Ouattara. Nous allons lutter pour que les élections se déroulent dans un cadre juridique convenable, dans un cadre sécurité convenable, déclare l'un des lieutenants de Gbagbo, Assoua Adou, promettant de se concerter avec ses alliés du PDCI sur les actions à mener. Le lendemain, Guillaume Soro appelle quant à lui l'opposition à une unité d'action pour stopper Ouattara par tous les moyens légaux et légitimes. Par là, il entend saisir l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne et la CEDEAO pour obtenir une remise à plat du processus électoral et une nouvelle élection. Car le leader du GPS martèle aussi qu'il n'y aura pas d'élection le 31 octobre, sans expliquer comment concrètement il compte l'empêcher, mais n'exclut pas d'en appeler à la rue. Sur Twitter, Enrico Bédié s'est pour sa part félicité de l'unité d'action proposée par GPS et soutenue par le FPI. Le PDCI s'associe évidemment à cette démarche. Jeudi, le PDCI a aussi décidé de boycotter la commission de la CEI où le parti avait un représentant. Le parti n'y participera pas tant que l'institution n'aura pas été réformée. Cela signifie-t-il que le PDCI va jeter ses militants dans la rue et qu'Enrico Bédié, 86 ans, n'ira pas au scrutin du 31 octobre. En attendant de clarifier sa position, Bédié reçoit toute l'opposition ce week-end. Pascal Afi Nguessan, quant à lui, candidat aussi, adhère également à cette proposition de rassemblement. Pour autant, dans un meeting ce vendredi, l'ancien Premier ministre a eu des mots peu amers à l'endroit de Ouattara et Bédié. Depuis 30 ans, vous nous emmerdez. Depuis 30 ans, vos ambitions politiques ont défiguré ce pays. Pas sûr que le doyen de l'opposition apprécie. Au Mali, l'ancien président Moussa Traoré, décédé il y a quelques jours, a reçu ce vendredi des hommages nationaux lors de ses obsèques. Chef de la junte, ses responsables et collaborateurs étaient présents à la cérémonie à Bamako. L'ex-dictateur du Mali, Moussa Traoré, décédé le 15 septembre à Bamako à l'âge de 83 ans, après avoir dirigé le Mali pendant 22 ans, a reçu des obsèques nationales ce vendredi. Son corps a été placé près de la tribune présidentielle en présence du colonel Assimi Goïta, chef du Comité national du salut public, l'organe mis en place par la junte actuellement au pouvoir. Le colonel Goïta, qui était aux côtés d'autres responsable de la junte, n'a pas pris la parole lors de la cérémonie en présence de centaines de personnes. Quelques personnalités du pays ainsi que des diplomates russes ont également pris part aux obsèques. C'était quelqu'un de bien, un vrai homme, comme on le dit en langue bambara. Vous qui êtes militaire, vous le savez. Il n'avait pas peur, il disait la vérité et il aimait entendre la vérité. Si je suis là pour lui rendre hommage, il ne m'est pas permis de mentir. Qu'Allah aide ce pays à sortir de cette impasse. Telle était sa volonté, que le bon Dieu fasse qu'il ait naissance d'hommes patriotes comme lui, qui lui ressembleront, des hommes prêts à tout pour ce pays. C'est ce dont ce pays a besoin, des hommes faisant abstraction de tout et prêts au sacrifice ultime pour le pays.
Aucun représentant de l'ambassade de France et de l'Union européenne n'était présent lors de cette cérémonie à laquelle n'a également assisté aucun chef d'État ou de gouvernement étranger. Le Mali a été placé sous embargo par les voisins ouest-africains après le putsch du 18 août dernier. Après la cérémonie officielle, le corps a été remis à la famille pour l'inhumation. Ce journal se poursuit. Quelques centaines de Marocains ont manifesté à Rabat devant le Parlement contre la voie de la normalisation arabe avec Israël. C'est en référence aux accords signés par l'État hébreu avec les Émirats arabes unis et Bahreïn. À l'appel d'associations marocaines, les manifestants munis de drapeaux palestiniens ont critiqué les pays traîtres et leurs alliés américains et sionistes en demandant la libération de la Palestine. Nous exigeons la criminalisation de toute normalisation avec l'État hébreu, a aussi scandé la foule composée de militants associatifs, de gauche et de sympathisants islamistes rassemblés dans le centre de la capitale. Bahreïn et les Émirats arabes unis ont signé mardi à Washington des accords de normalisation avec Israël sous la houlette du président américain Donald Trump. Ces pays arabes sont les premiers à reconnaître Israël depuis l'Égypte et la Jordanie en 1979 et 1994. Nous voulons aussi dire à l'État marocain que le peuple n'acceptera jamais d'être impliqué dans les plans sionistes et américains et qu'il se révolterait si cela venait à arriver, a-t-il dit. Pays allié des États-Unis, le Maroc n'entretient officiellement pas de relations avec Israël, mais des liens existent officieusement, notamment du fait de l'importance de la communauté juive d'origine marocaine. En même temps, la cause palestinienne est considérée comme une cause nationale, mobilisant partis politiques et ONG opposés à toute normalisation avec l'entité sioniste. Des médias israéliens ont récemment cité le Maroc parmi les pays arabes susceptibles de normaliser leurs relations avec Israël, annonçant même l'ouverture prochainement d'une liaison aérienne directe entre le Maroc et Israël. Cette information est dénuée de tout fondement, a déclaré à l'AFP un haut responsable gouvernemental marocain qui a requis l'anonymat. Sur le conflit israélo-palestinien, Rabat prône une solution à deux États avec Jérusalem-Est comme capitale de l'État auquel aspirent les Palestiniens tout en s'opposant à la politique de colonisation d'Israël dans les territoires occupés. En Libye, le maréchal Khalifa Haftar a annoncé la levée sous condition du blocus imposé sur les champs et ports pétroliers par des groupes pro-Haftar depuis janvier. C'était lors d'un bref discours diffusé à la télévision. L'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Haftar, a décidé de rouvrir les vannes du pétrole pour répondre à la souffrance des populations libyennes. Depuis janvier, des groupes pro-Haftar bloquent des champs et ports pétroliers réclamant une répartition équitable des recettes pétrolières gérées par le gouvernement d'union nationale GNA, basé à Tripoli et reconnu par l'ONU. Ce blocage a engendré plus de 9,8 milliards de dollars de pertes de revenus selon les derniers chiffres de la Compagnie nationale du pétrole. Khalifa Haftar a donc décidé de mettre de côté toutes les considérations militaires et politiques. Nous avons décidé de reprendre la production et l'exportation du pétrole sous condition et avec les mesures nécessaires qui garantiront une répartition équitable des revenus et qu'ils ne soient pas utilisés pour soutenir le terrorisme. Des centaines de Libyens ont manifesté la semaine dernière à Benghazi, l'un des fiefs du maréchal Haftar, et dans d'autres villes contre la corruption et aussi les longues coupures d'électricité et les pénuries d'essence et de liquidités. Depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye est plongée dans le chaos politique où deux autorités se disputent le pouvoir. Le GNA basé à Tripoli est reconnu par l'ONU et un pouvoir incarné par le maréchal Haftar qui règne sur l'Est et une partie du Sud.
Et puis des centaines de milliers de personnes se retrouvent sans domicile dans la région de Niamey suite à d'importantes inondations qui ont fait 65 morts, détruit 34 000 maisons et cases et submergé 5 768 hectares de culture. Face à cette situation, l'Union des scolaires nigériens s'est portée au chevet des sinistrés des inondations du 5e arrondissement de Niamey. Ils ont manifesté leur compassion et leur solidarité à travers un don d'une tonne de riz aux sinistrés. Les pluies diluviennes enregistrées à Niamey ont causé de nombreux dégâts aux conséquences inestimables pour l'instant. De nombreuses maisons sont effondrées, faisant des milliers de sinistrés. Face à cette catastrophe, une chaîne de solidarité s'est manifestée en faveur des victimes de ces inondations. L'Union des scolaires nigériens, sous la direction de ses responsables, a manifesté son geste de solidarité à l'égard de ces victimes. Elle n'est pas allée les mains vides. L'USN a offert un don d'une tonne de riz aux sinistrés logés dans l'enceinte du CG9, 6 à la rive droite du fleuve. Dans nos règlements intérieurs et statutaires, il est clair que l'USN doit toujours être au chevet de la population. L'USN doit être aux côtés des masses laborieuses et que c'est le moment pour nous de marquer notre solidarité agissante à cette population qui en a tant besoin. Et c'est l'occasion pour moi aussi de remercier, féliciter et encourager tous ces acteurs aujourd'hui qui sont en train d'amener aussi leur contribution comme nous l'avons fait, ceux qui l'ont fait avant nous. Mieux encore, encourager toutes ces forces aujourd'hui qui sont activées pour venir en soutien et en aide à ces populations. Ma pensée va à l'endroit effectivement des forces de défense et de sécurité qui sont permanemment sur le terrain pour porter secours à ces populations. Le don a été réceptionné par le deuxième vice-président du comité de gestion des inondations. Il a remercié l'USN et son secrétaire général et assuré que le don ira directement aux bénéficiaires. Ici, nous sommes au CG9, donc vraiment nous les remercions pour ce geste et qui ira vraiment aux nécessiteux. Ils sont là avec nous aujourd'hui, ils vont les recevoir. Ok, monsieur le SG du comité directeur, nous vous remercions au nom des autorités de la ville de Niamey et du 5e arrondissement. L'Union des scolaires nigériens n'est pas son premier geste humanitaire. Une pratique que la direction actuelle entend léguer à la nouvelle équipe dirigeante au moment où elle s'apprête à céder les rênes à l'occasion d'un prochain congrès prévu pour le mois d'octobre 2020. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellent week-end à tous en compagnie des programmes de Sika TV.